Bonjour à tous et bienvenue dans ce débriefing de l'épisode 11 de Koh Lanta la légende. Et oui, je sais, vous avez été nombreux à me dire combien vous appréciez ma tapisserie précédente, à quel point cette perfection, cette texture vous avez touché au plus profond de vous-même. Mais hélas, même les meilleures choses ont une fin et j'ai dû encore une fois changer de lieu de tournage et donc changer de décor pour cette nouvelle vidéo. Bon, blague à part, on était quand même là pour débriefer un épisode de Koh Lanta, mais d'un seul coup, très clairement, ça plombe l'ambiance. Je suis pas du genre à être trop pointilleux sur la qualité des épisodes, si c'est un peu plus lent à certains moments. Moi, ça me dérange pas qu'il y ait des variations de rythme, mais là, très clairement, ça manquait quand même de contenu. Donc, je vais être un peu obligé de faire une partie là-dessus, parce que de toute façon, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. En deuxième partie, désolé, on va encore remuer un peu plus le couteau dans la plaie, parce que non seulement il n'y avait pas énormément de contenu de base, mais en plus, le contenu qu'il y avait, je trouve, n'a pas forcément été très bien mis en valeur. Ensuite, une petite lueur d'espoir, mais vraiment petite, on va essayer de voir quels éléments stratégiques nous a apporté cet épisode. Ils sont pas très positifs, il y en a pas beaucoup, mais quand même, il faut en parler. Et pour terminer, évidemment, la tricherie de Théoura, c'est quelque chose, ça me fait pas plaisir, mais en même temps, je peux pas passer à côté. Commençons donc par le contenu de cet épisode et peut-être par la meilleure partie, l'épreuve des bambous, donc cette fameuse épreuve où il faut tenir un bambou en équilibre sur sa tête. Pour moi, ce qui était intéressant dans cette épreuve, c'est de voir que Hugo a essayé de lâcher une main. Je sais pas si ça s'est déjà fait sur Koh Lanta dans cette épreuve, mais personnellement, j'étais assez fan. Je me suis dit, si ça arrive à marcher, il va forcément gagner un avantage décisif, ce qu'osent pas faire les autres, parce que évidemment, vous perdez en assurance au niveau de l'équilibre. Là, lui, il a tenté le coup. Apparemment, il était un peu obligé parce qu'il avait plus trop de sang dans les mains. Malheureusement pour lui, ça n'a pas marché et c'est dommage parce qu'il paraissait plutôt à l'aise dans cette épreuve. Loïc et Sam se sont bien battus, en particulier Sam qui a beaucoup lutté à certains moments, mais qui physiquement n'était pas au niveau. Pareil pour Loïc qui semblait à certains moments très à l'aise, mais qui n'a pas pu tenir face à Laurent et Claude qui très clairement ont survolé l'épreuve, ils étaient largement au-dessus du lot sur cette épreuve. Dans le reste de l'épisode, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu les aventuriers spéculer sur en quoi consisterait l'avantage stratégique donné à Claude et à Laurent. Donc ils se doutaient qu'il y aurait une histoire de nourriture contre des lettres, comme ça se fait souvent dans Koh Lanta. Donc ils ont décidé à l'avance de qui voudrait les lettres, qui voudrait la nourriture. Bon, très bien. Ensuite, Claude et Laurent se rendent à l'endroit indiqué et trouvent en effet une mallette avec un choix entre des lettres et de la nourriture, et à ce moment-là, comme ils avaient prévu le coup avant, ils sont malins, mais quelque part, ça tue un peu la surprise aussi, ils ont choisi exactement ce qui leur avait été indiqué par les aventuriers auparavant. Pendant ce temps, on voit Hugo et Sam qui vont pêcher, Hugo et Sam qui se moquent de Claude, bon, c'est assez marrant à voir, mais ça casse rien, quoi. Ensuite, on a la traditionnelle séance de pleurs devant les courriers. Alors, en temps normal, je me serais un peu moqué, mais bon, se moquer de Phil parce qu'il pleure, ça commence à être un peu usé comme concept. Et puis, ça m'a rappelé que juste avant, on avait eu quoi? On avait eu l'entraînement de la recherche de collier de Claude et Laurent. C'est-à-dire que là, ils étaient même pas en train de chercher un collier, ils étaient en train de se dire, bon combien ça fait 50 pas, combien ça fait 30 pas, on va essayer de deviner, moi je pense que c'est jusqu'au cocotier là-bas, regarde, j'avais presque deviné juste, mais franchement, c'est inintéressant au possible, je veux pas être méchant, mais déjà, une recherche de collier, bon, c'est intéressant parce que on sait qu'un aventurier est déterminé, donc il passe des heures à rechercher le collier, mais ça fait pas non plus les images les plus magnifiques de la Terre, mais là, un entraînement à la recherche de collier, c'est quand même un peu exagéré. Bon, quand même, deux éléments importants, en tout cas, qui pourraient avoir une certaine importance pour la suite du jeu. D'abord, le double mensonge de Laurent. Alors pourquoi double mensonge? Bien sûr, c'est une fois de plus mon interprétation personnelle. Il y a le mensonge officiel, le mensonge qui nous est présenté comme mensonge dans l'émission, à savoir que Laurent et Claude se sont mis d'accord pour mentir aux autres aventuriers et leur expliquer que l'avantage stratégique qui était vendu dans le message de la bouteille, c'était tout simplement de choisir entre leur propre caisse avec leurs lettres et de la nourriture
pour eux et la caisse avec les courriers des autres aventuriers et de la nourriture pour tout le monde. Et là ça va être assez intéressant parce que on a vu que Alix n'avait pas été dupe. Alix elle trouve qu'il y a quand même quelque chose de bizarre là-dedans comme avantage stratégique majeur. Choisir entre une caisse et une autre, effectivement c'est un peu court quoi. Et donc elle se pose des questions. Et puis ce qui est aussi intéressant, c'est de savoir est-ce que ça va tenir ce mensonge, parce que traditionnellement, dans Koh Lanta, quand un mensonge est officiel, c'est-à-dire quand un mensonge est présenté clairement aux téléspectateurs comme étant un mensonge, eh ben, il finit toujours par être percé au jour. Et l'exemple évidemment que je nomme tout le temps, c'est celui des bananes. Cooley et Clodo mangeaient les bananes et à la fin, ils se sont sentis comme obligés de révéler la vérité. Et personnellement, j'ai hâte de savoir si ce mensonge va perdurer jusqu'à la fin. Et puis, il y a le deuxième mensonge, celui qui est pas officiel, celui qui est sujet à interprétation, qui est que Laurent a fait semblant de croire Alix quand elle a fait son bluff du collier, mais pour moi, il n'y a jamais vraiment cru. D'ailleurs, c'est Laurent qui remet le sujet sur la table, il lui demande collier ou pas collier, et il est complètement détendu, comme si ça avait pas vraiment de conséquences, et puis sa réaction derrière, ah bah c'est comme ça, c'est bien joué, je l'accepte. Bah oui, t'as pas de mal à l'accepter, parce que ça t'a permis de voter et de sortir deux personnes qui étaient un peu encombrantes pour toi, et tu n'as jamais vraiment cru à ce collier, donc évidemment, derrière, il est beau joueur. Et c'est un peu pareil avec Jade, Jade qui est pourtant l'ennemi juré, entre guillemets, d'Alix, ne s'est pas montré particulièrement choqué par la révélation du fait que Alix avait quand même menti à tout le monde. Mais non, elle dit Alix, elle est prête à tout pour gagner, certes, mais la façon dont elle le dit, c'est plus comme avant. C'est plus comme avant où elle semblait considérer Alix, et puis Alexandra également, comme le mal incarné. Là, c'est bon, bah, elle est prête à tout, mais ça me fait rire et c'est limite bien joué. Donc finalement, ça a vraiment choqué personne, cette révélation que Alix n'avait pas de collier. Le deuxième élément intéressant quand même dans cet épisode, c'est que Alexandra a perdu face à Christelle sur une épreuve de puzzle. Ça, c'est quand même assez incroyable. Personnellement, j'ai vendu Alexandra depuis le début comme étant super forte en épreuve, en particulier dans les épreuves de puzzle, les épreuves de logique dans lesquelles elle pouvait avoir une vision d'ensemble absolument incroyable. Bon bah voilà, il a fallu que je dise ça pour qu'elle foire complètement son truc. Je fais référence bien sûr à l'épreuve des bannis, perdue par Alexandra, qui pourtant, dans la première partie de l'épreuve, qui était une sorte de parcours, alors un tout petit parcours entre deux ponts de corde en quelque sorte, mais c'était un parcours quand même, et elle avait réussi à prendre l'avantage sur cette partie-là, donc elle avait plus de temps que Christelle pour réaliser le puzzle. Un système de cubes à faire pivoter pour faire apparaître certaines faces, enfin c'est un peu compliqué à expliquer. Toujours est-il que Christelle est arrivée après et a réussi à rattraper complètement Alexandra sur la partie puzzle. Et donc bravo à elle, et surtout Alexandra finalement a failli là où elle était censée être super forte. Là où elle était censée être super forte parce qu'elle a été aussi présentée comme ça. C'est vrai que c'est un peu un défaut que j'ai eu, c'était de croire quelque part ce qu'on nous présentait dans le montage, mais il est vrai, comme ça a été mentionné dans un commentaire, que ce soit dans la légende ou dans les 4 terres, Alexandra n'a pas toujours été irréprochable en épreuve, et d'ailleurs, elle s'est retrouvée sur l'île des bannis en perdant une épreuve, donc c'est bien la preuve qu'elle n'est pas infaillible. Du coup, cet épisode, il y avait des éléments intéressants, mais il n'y en avait pas non plus énormément, faut bien le reconnaître, et en plus, ça a été monté, ça a été présenté, ça a été organisé bizarrement. Commençons par le plus évident, le retour du fameux collier instantané. Bon ben voilà, ils ont décidé de le remettre, ils ont trouvé que c'était une idée brillante la dernière fois, du coup, retour du collier instantané dans Koh Lanta la légende. C'est parfait, c'est tout ce qu'on aime. Bah non, c'est pas tout ce qu'on aime, tout simplement parce que, comme chacun l'a remarqué, le fait que le collier soit instantané, ça tue en grande partie l'intérêt stratégique du collier. Ça enlève le côté surprise, quand est-ce qu'il va l'utiliser, est-ce qu'il va l'utiliser, est-ce qu'il va pas l'utiliser, est-ce qu'il peut faire un bluff, non, il n'y a rien de tout ça. Et en plus, ça a été accentué par le fait qu'apparemment, Laurent et Claude n'ont pas l'intention de jouer le collier. Donc non seulement il est instantané, mais en plus il va peut-être même pas être joué, tout simplement parce qu'ils ne se sentent pas en danger, donc on ne voit pas pourquoi ils le joueraient. Et puis ils pourraient effectivement le donner à quelqu'un d'autre, mais ça une fois de plus, comme ils l'ont expliqué, ils choisissent une stratégie défensive,
tout simplement parce qu'ils sont en position de force, donc ils n'ont pas intérêt à essayer d'attaquer qui que ce soit, à prendre des risques. Ils sont en position de force, donc pourquoi prendre une décision risquée à donner le collier à un tel ou à un tel, risqué par là que ce soit mal compris par les autres aventuriers, et donc risqué de bouleverser l'ordre établi qui est à l'heure actuelle tout à fait à l'avantage de Claude et Laurent. Donc a priori, on verra ce qui se passera, mais à mon avis ils vont pas le jouer, et puis ça aura fait un peu un flop. Mais une fois de plus, on verra. L'autre truc qui était carrément étrange, c'est le fait que Denis n'ait pas été là pour l'épreuve des bambous. Quand ça nous a été vendu comme une épreuve où, pour la première fois dans l'histoire de Koh-Lanta, Denis ne sera pas là, moi je me suis dit, ça va peut-être être une épreuve où les candidats devront deviner eux-mêmes le but de l'épreuve, parce que c'est vrai que d'habitude c'est Denis qui explique les règles, mais finalement, pourquoi ce serait toujours comme ça? On pourrait tout à fait imaginer un jeu, alors là j'ai pas d'idée précise en tête, mais que les candidats pourraient découvrir, et justement le but ce serait de comprendre le plus rapidement possible comment gagner le jeu. J'ai pas d'idée concrète, mais on pourrait imaginer quelque chose comme ça. En l'occurrence, pas du tout, c'était juste un jeu très classique, comme souvent dans cette édition, c'est juste que Denis n'était pas là, donc très bien, mais ce que je trouve un peu dommage, c'est qu'on nous ait pas expliqué la vraie raison, tout simplement, pour laquelle Denis n'a pas pu présenter cette épreuve. Ça peut être n'importe quoi, je sais pas, peut-être qu'il a dû faire un aller-retour en urgence en France pour une raison X ou Y, peut-être qu'il était malade, tout simplement, c'est un humain, donc il se sentait pas bien, si jamais il est blanc comme un linge, il a de la fièvre, il va pas venir présenter dans un état pareil, quoi. Ça me paraît tout à fait logique, et c'est dommage qu'on essaye de nous présenter ça va être une épreuve géniale, Denis est pas là, alors que derrière, il n'y a pas grand chose, quoi. Enfin, il y a une épreuve classique. Au niveau stratégie, maintenant, il n'y a pas eu grand chose, évidemment, mais faut faire attention aux détails. Déjà, je pense qu'il est important de noter qu'il y a une alliance entre Laurent, Jade et Phil. Alors, c'est vrai que peut-être que vous l'aviez déjà remarqué, peut-être que vous allez me dire évidemment tu enfonces des portes ouvertes. Oui, moi je ne l'avais pas vu avant. C'est quelque chose qui m'a été indiqué pour la première fois dans les commentaires de la vidéo précédente, et en particulier par Aknata, qui dit que dans un live entre Jade et Namadia, il est expliqué clairement que Namadia était en alliance avec Laurent et Phil, et qu'au moment de sa sortie, il a demandé à Laurent et Phil d'intégrer Jade dans l'alliance. Et donc là on voit que tout simplement ça se confirme face caméra, en particulier par une facecam de Jade qui dit clairement qu'elle est liée avec Laurent et Phil. L'autre chose super importante que je voudrais quand même relever, c'est que Claude et Laurent dominent le jeu. Alors déjà ils le dominaient avant, mais là ils écrasent la concurrence, dans le sens où ils ont quand même réussi à ramener de la nourriture, du courrier, alors que normalement c'est quand même une étape un peu difficile, cette histoire de choix à faire. Là ils ont parfaitement négocié le truc, ils avaient demandé avant qui voulait de la nourriture, qui voulait du courrier, et ils ont réussi à contenter tout le monde, il n'y a aucune rancœur, il n'y a personne qui leur en veut à cause de ça, donc c'est parfaitement négocié. Et en plus de ça, ils ont un collier chacun. Alors certes c'est un collier instantané, donc ça n'a pas non plus un pouvoir immense, mais quand même, ça fait beaucoup, quoi. Ça fait beaucoup en un épisode qui se concentre sur ces deux-là. Mais plus important encore, d'après les images qu'on nous a montrées, ils ont l'air tous les deux de s'entendre super bien. C'est les deux qui dominent le jeu, et en plus, ils sont super copains. Il n'y a aucune raison, a priori, qu'ils se tirent dans les pattes. Enfin, là, ce qu'on a vu, c'est quand même qu'ils partageaient les indices stratégiques. Ils se disent à l'un à l'autre ce qu'ils ont reçu comme indice. C'est pas du tout évident, ça. Ils auraient tout à fait pu dire écoute, moi je lis mon truc et je le garde pour moi, je joue dans mon coin. Et d'autre part, on a vu que Laurent avait cherché le collier de Claude, donc ça c'est pas rien aussi. Il a quand même essayé d'aider Claude très clairement, donc on aurait pu croire que entre les deux qui dominaient le jeu, il y avait un peu deux alliances différentes. Il y aurait pu y avoir une opposition entre l'alliance Claude et l'alliance Laurent, mais il n'en est rien. Et puis en plus, ce qui est aussi flagrant, c'est que ces deux-là, ils sont partis ensemble, ils s'entendent super bien, ils sont à l'extérieur du camp pendant une durée assez longue. Qu'est-ce qui se passe là normalement? Les autres discutent et éventuellement mettent en place une stratégie contre eux. C'est quelque chose qui s'est vu plusieurs fois. Quand vous partez en confort en particulier, vous savez que les gens parlent entre eux sur vous et que c'est pas bon d'être absent trop longtemps. Mais là, rien du tout.
Là, il n'y a personne qui a pensé à ça. Ça leur a même pas traversé l'esprit à mon avis. Donc la domination de Claude et de Laurent sur le jeu à l'heure actuelle, elle est extraordinaire. Allez, et je termine cette vidéo par la partie la moins marrante, évidemment, la tricherie de Théoura. Ça nous a été annoncé peu avant la fin de l'épisode, finalement. Théoura a reçu de la nourriture de la part de pêcheurs à 2 reprises. Il a demandé à des pêcheurs qui vraisemblablement passaient au large de là où il était, j'imagine, de venir pour lui donner à manger. Il a donc été retiré de l'île des Bannis, il va directement à la résidence du jury final. Bon, bah qu'est-ce que j'en pense? Évidemment, c'est pas bien, mais bon, ça mène à rien de dire ça. On va dire que Théoura, c'est pas un enfant de 5 ans à qui on va dire c'est pas bien, tu recommenceras pas. Ce que je trouve, c'est que ça a été assez bien géré là pour le coup au niveau de l'organisation. C'est un peu aussi le professionnalisme de Denis qui a joué. Denis qui lui dit bon ben voilà, vous avez fait ça, c'est trahir en quelque sorte l'éthique de Koh-Lanta. Il explique bien que la sanction, elle va tomber, elle est inévitable. Mais d'un autre côté, c'était quand même assez bien tourné, c'est resté dans une certaine mesure assez bienveillant, puisque Denis a expliqué qu'il ne comprenait pas le geste de Théoura, dans la mesure où, dans ses saisons précédentes, il avait été irréprochable. Denis a bien insisté là-dessus, donc ça permettait aussi de mettre en avant le fait qu'il avait fait de très belles saisons auparavant, donc c'était une bonne chose. J'ai trouvé ça assez bien dosé, on va dire, pour dire bah c'est grave, la sanction va tomber, mais d'un autre côté, pas l'accabler complètement. À titre personnel, je trouve surtout que c'est très triste parce que Théoura, c'est quelqu'un qui avait une super bonne image, il donnait vraiment l'impression d'être l'aventurier en osmose avec la nature, très à l'aise en survie, et surtout toujours bienveillant, jamais dans les stratégies un peu malsaines, toujours gentil. Et ben là, clairement, cette image, elle est complètement écornée. C'est aussi l'image du jeu qui est écornée, puisque ça montre qu'il est possible tout simplement de tricher à Koh-Lanta, et ça, c'est quand même pas bon pour l'émission. Mais au-delà de ça, c'est aussi que j'ai du mal à comprendre la logique derrière tout ça. Parce que cette saison, jusqu'à présent, nous a vraiment pas été présentée comme une saison où l'aspect survie posait problème. Au contraire, on nous a montré Claude qui faisait des merveilles avec le harpon. Claude qui fait une pêche miraculeuse tous les 2 jours en gros, c'est l'impression que ça donne. Il bat son propre record à chaque fois qu'il va pêcher. Et d'ailleurs, moi je trouvais ça assez cohérent de voir que finalement il n'avait pas tant maigri que ça. Claude n'a pas tant maigri que ça quand on compare à l'état dans lequel il était en 2010, justement au moment où il a mangé les bananes, ça n'a rien à voir. Claude en 2010, il était très amaigri, il avait faim tout le temps, il le disait d'ailleurs. Là, il n'est pas du tout aussi amaigri. Laurent, c'est pareil. Laurent, il a encore des pectoraux et des biceps absolument incroyables pour quelqu'un qui a été privé pendant aussi longtemps. Alors, c'était peut-être pas au même stade de l'aventure. Faut dire aussi que Claude, entre l'épisode des bananes et la légende, il a pris 12 ans. Donc, le métabolisme aussi est pas le même. Peut-être qu'il supporte mieux maintenant le manque de nourriture. Mais il n'empêche, moi je m'étais surtout dit, ben voilà, c'est des légendes, ils arrivent à pêcher, ils arrivent à se débrouiller, Théoura il arrive à attraper des poulpes, excellent, bah c'est normal qu'ils aient moins maigri. Et là, Théoura nous explique que en fait l'aspect survie dans cette édition c'est le plus dur de ce qu'il est connu jusqu'à présent, et que du coup il a complètement craqué. Ben oui, mais pour moi c'est pas logique en fait. Bref, personnellement, j'aime pas critiquer l'émission trop durement, tout simplement parce que je pense que ça avance à rien et que à critiquer trop, on donne une mauvaise image de l'émission et on profite moins, tout simplement, de ce qu'on a à voir. L'émission reste quand même super, le concept est génial, là-dessus il n'y a pas de souci, mais dans cet épisode particulier, je pouvais quand même pas passer à côté de certaines choses qui m'ont semblé incohérentes et qui, en fait, sortent de l'épisode, rendent l'épisode moins immersif, moins prenant. Et donc ça c'était un problème, c'est vrai qu'il était assez bizarre à regarder tout simplement, il y a trop de choses qui ne collaient pas. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo, si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, et le plus important, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner. Et quoi qu'il en soit, je vous dis à très bientôt pour la prochaine.